Je vous propose de démarrer. Il est 11h05. Très bien. Donc, merci à toutes et à tous, à tous les participants et surtout à nos intervenants que je vais vous présenter le plus rapidement possible et dans un ordre alphabétique strict. D'abord, Christophe Chantrel, qui est le directeur commercial de France Messagerie. Il aura l'occasion de peut-être vous redonner un peu plus d'éléments tout à l'heure. Cédric Vernier de Destination Média et Jean-Marc Teboul d'MLP. Vous les connaissez pour certains déjà. Et pour d'autres, aujourd'hui, vous aurez l'occasion de pouvoir les découvrir et surtout de leur poser toutes les questions, ou en tout cas un certain nombre. Pour les autres, ils sont prêts à vous écouter de façon individualisée, sans aucun problème. Merci d'être présent à cette première réunion vente au numéro de la FNPS et de sa commission vente et diffusion, consacrée à vos relations avec vos SADP. Alors, ce mot un petit peu bizarre, dans notre verbiage commun, on parle toujours et encore de messagerie, mais la loi de 2019, qui était en fait la loi de 1947, modifiée en 2011 et puis en 2019, a instauré des sociétés agréées de diffusion de presse. Ils sont d'ailleurs au nombre de 3, puisque nous avons France Messagerie, MLP, les Messageries Lyonnaises de Presse, et nous avons New CCEI, pour comptoir central pour l'exportation et l'importation. N'est-ce pas? C'est bien ça, monsieur Christophe? Tout à fait, c'est exactement ça. Oui. Voilà. C'est une deuxième SADP de France Messagerie. Voilà. Donc, le but, c'est que chacun de nos deux interlocuteurs vous présente un petit peu l'activité de la SADP pour laquelle et les fonctions qu'ils occupent dans la SADP, et puis que Cédric et moi soyons je dirais un petit peu les candides ou les gens qui font rebondir sur certaines questions. Cédric pratique au quotidien la gestion de titres avec les deux SADP et l'un des hommes les mieux placés pour pouvoir nous faire part de ces remarques. Je vais rapidement vous donner donc. La loi de 2019 a instauré les SADP. Les SADP sont détenus par des coopératives d'éditeurs. Et ensuite, les SADP ont un rôle de distribution nationale, sachant que les dépositaires ne figurent pas dans la loi de 2019. Et donc, ce sont les SADP qui sont les contacts, même si nous avons un réseau de dépositaires. Mais officiellement, les dépositaires sont choisis par les SADP sous la base de contrats commerciaux et non plus définis et validés par la Commission de régulation de diffusion de la presse, n'est plus régulé par la CRDP comme ça l'était auparavant, ou le CSMP comme ça l'était auparavant. Voilà, c'était juste sur ce point d'histoire. Est-ce que vous voulez que je rajoute d'autres petites choses particulières sur les enjeux du moment, où on attaque directement et on fera ça au fil de l'eau? Vas-y, au fil de l'eau, Jean-Marie. Voilà. Donc, Christophe, c'est toi qui commence. Je te laisse te présenter et nous présenter France Messagerie et nous parler un petit peu de tous les services que vous offrez aux éditeurs. À toi. Très bien, merci Jean-Marie. Donc, je vais vous partager la présentation. Merci de me confirmer que vous la voyez bien. Ouais, c'est bon. C'est parfait. C'est bon. Parfait, merci. Donc, je me présente rapidement. J'ai en fait très longtemps travaillé chez différents éditeurs, aussi bien j'ai commencé au groupe Le Monde, je travaillais chez Bayer Presse, j'ai aussi travaillé chez Mondadori, puis Reworld Media en dernier. Donc j'ai travaillé 30 ans comme éditeur de presse. Et donc, je perçois parfaitement les attentes. Moi-même, en tant qu'ancien éditeur, je sais ce que j'attendais de mes différentes SADP. J'ai travaillé aussi bien avec Prestalis, MPP Prestalis, que les MLP.
Et donc, ça me permettait d'avoir une vision comparative de la qualité de service des deux SADP. Et j'ai rejoint France Messagerie il y a 1 an exactement. Et l'idée, c'était aussi de faire venir chez France Messagerie une vision éditeur qui est vraiment importante. Et c'est bien comme ça que je situe mon travail, c'est au service des éditeurs. Et c'est un peu l'angle que je vais prendre pour vous présenter France Messagerie. Alors, je vais essayer d'être rapide. Évidemment, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à me poser des questions parce que quand on veut être rapide, ben, on est un peu dans la caricature. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, voilà. En fait, une SADP, elle a 3 missions principales. Et c'est là-dessus que je vais revenir. C'est souvent on connaît bien la première mission, c'est-à-dire assurer les flux physiques des exemplaires. Ça, tout le monde le perçoit. Mais derrière, il y a deux autres missions très importantes. C'est évidemment garantir les flux financiers des éditeurs. Et le troisième mission, c'est remonter les flux informationnels. Parce que c'est ça qui va permettre justement aux éditeurs ou à leurs prestataires de services de faire du bon travail à partir d'analyses. Donc sur la première mission, il y en a 2 essentielles. C'est livrer les 61 dépôts qui, comme l'a rappelé Jean-Marie, effectivement, sont maintenant sous la responsabilité des SADP, sachant que dans la majorité des cas, on se coordonne pour quand même avoir le même dépositaire, mais ce n'est pas une obligation. Et aussi reprendre les invendus, parce que vous savez que dans notre métier, il y a une particularité qui est assez unique. En fait, il y a très peu de produits qui fonctionnent comme ça. Il y a peut-être le livre, c'est que on compte pas les ventes, on compte fournis moins invendus égale vente. Donc, identifier les invendus, c'est quand même fondamental. Donc, le premier point, c'est assurer les flux physiques des exemplaires. Et donc là, je vais vous proposer 2 diapositives. La première, c'est de bien décomposer les niveaux. Donc, il y a des éditeurs, donc vous, qui imprimez des magazines, qui les brochez et qui les livraient à nos entrepôts. Donc, on a 2 entrepôts. On a Bobigny, qui est notre centre de traitement France Messagerie, où on traite quand même essentiellement les quotidiens et toute la presse importée, qui est très importante chez nous et qui est traitée par News CCEI. Et notre CTM, notre centre de traitement multiproduits, qui est à Lieusaint. Et c'est là où les magazines brochés, imprimés brochés, arrivent. Il faut savoir que ces 2 entrepôts sont sous-traités chez France Messagerie, hein, tout étant en frais variabilisés, pour pouvoir s'adapter aux évolutions permanentes de notre profession. Et d'ailleurs, Lieusaint, on a déménagé il y a un peu moins de 6 mois. On est passé de Bonneuil à Lieusaint parce que Bonneuil était beaucoup trop grand. Et donc, pour ajuster nos coûts, on est passé à Lieusaint. Ensuite, de nos centres, on va livrer les dépositaires selon les ordres donnés par nos clients de répartition, dépôt par dépôt. Donc, nous, on est là pour opérer ce que nos clients nous ont demandé. Et donc, on va livrer le niveau 2 que vous voyez ici, qui est très proche. Et donc, on a 61 dépôts dans lesquels on va envoyer tous nos titres avec une rapidité plus ou moins forte selon qu'il s'agit de titres chauds comme les quotidiens et les news ou des titres à durée plus longue comme des mensuels, mais surtout bimestriels, trimestriels hors série, qui peuvent être traités de façon plus lente parce que nos éditeurs nous ont pas demandé de le mettre en vente de façon aussi, c'est pas aussi tendu que pour un quotidien ou un magazine. Et donc c'est ce qu'on appelle couramment le niveau 2. Et les dépositaires, eux, sous la responsabilité de France Messagerie, vont livrer les diffuseurs, les 19 570 diffuseurs actifs actuellement, en respectant là aussi, dans les ordres informationnels, ce que l'éditeur ou son prestataire a souhaité en répartition des exemplaires. Donc tout ça, c'est vraiment important parce que, encore une fois, c'est l'éditeur qui décide là où il veut mettre son papier. Et donc, les marchands de journaux, une fois qu'ils ont reçu les exemplaires, ils sont en charge de vendre les exemplaires. Et un rappel important, ce sont les seuls dans toute la chaîne qui sont en contact avec vos lecteurs, vos acheteurs. Donc pour nous, c'est aussi un maillon essentiel, bien évidemment.
Donc voilà pour le flux aller des exemplaires. Les exemplaires restent chez les marchands de journaux le durée de la vente et ils sont rappelés un numéro chassant l'autre. C'est la règle basique, je dirais, de la vente au numéro. Et là, on arrive au flux invendu qui est encore une fois fondamental parce que c'est la comptabilisation des invendus qui vont déterminer les ventes. Donc ça, c'est un point sur lequel on est très attaché, vous le verrez plus tard dans les outils qui sont à disposition des éditeurs. Donc le diffuseur remonte ses invendus au dépositaire. Là, le dépositaire, il a plusieurs choix. Soit le titre est reconnu en T, c'est-à-dire que l'éditeur soit récupérer l'intégralité de ses 100% de ses invendus. Soit il est en Y, il va récupérer en paquet complet. Soit il est en N, en destruction, donc recyclage. Et donc, vous voyez, ça va soit vers le CRL, le centre de retour logistique, où tous les dépositaires, enfin, on va chercher chez les dépositaires tous les invendus qui ont été triés pour les ramener à SP près du Mans dans notre CRL. Soit ils sont mis dans les bennes de recyclage, ces bennes qui sont actuellement traitées par Paprec, mais il y a un appel d'offres qui est en cours, et qui sont revendus au prix du papier recyclé, et une partie de ce coût et de cette recette est reversée à l'éditeur selon le coût de. C'est un marché là aussi, hein, c'est comme le papier en amont que vous achetez, le papier qui est recyclé lui aussi, il varie énormément. Et donc quand ça dépasse un certain prix à la tonne, on le reverse à nos clients. Une fois que c'est dans le CRL, il faut le trier pour le répartir parce que là, évidemment, on a le mélange complet de tous les éditeurs qui ont demandé à récupérer leurs invendus par dépositaire. Et là, il faut le trier pour que ça aille dans le CSI, le centre de stockage des invendus, et que ce soit réparti par titre, par numéro, pour après être mis à disposition des éditeurs qui souhaitent récupérer leurs exemplaires. Donc voilà une rapide explication des flux physiques. Alors, est-ce qu'il y a des souhaits de précision ou pas? Et ça, évidemment, ce système-là, il est identique à quelque chose près hein, entre les deux SADP, les trois SADP. Donc, s'il y a une question, parce que je vois pas, c'est Jennifer qui me guidera, parce que moi, je suis sur ma présentation complète, là, donc je vois plus. Le deuxième, il n'y a pas de question. D'accord, très bien, merci. La deuxième mission extrêmement importante, c'est garantir les flux financiers des éditeurs. Et là, France Messagerie a mis en place quelque chose qui lui est propre, c'est la fiducie. Et donc, je souhaitais expliquer ceci parce que c'est quand même très important, évidemment, le flux financier. C'est pour ça que vous créez et vous éditez des magazines, c'est pour en avoir le fruit. Donc, une fois que les exemplaires ont été vendus, deux choses se passent. Soit l'exemplaire a été vendu et donc l'argent va remonter. Ce qui n'a pas été vendu, le dépositaire va créditer le diffuseur. Cet argent remonte au dépositaire et de la même façon, le dépositaire lui aussi va remonter l'argent. Et c'est là où intervient Pristine, qui est notre prestataire de fiducie. Toute la partie qui appartient aux éditeurs ne remonte pas dans les comptes de France Messagerie, mais remonte chez Pristine. Et l'argent est sanctuarisé et France Messagerie ne peut plus y toucher. Et c'est sur ordre de France Messagerie et des CRD, des CCR, que Pristine va directement payer les éditeurs clients de France Messagerie et de New CCEI. Et les dépositaires ne vont remonter sur les comptes de France Messagerie que la petite quote-part qui est due à France Messagerie, c'est-à-dire entre 5 et 6% en moyenne sur toute la VMF. L'avantage de cette sécurité Pristine qui a été mis en place donc très très vite après la création de France Messagerie, c'est-à-dire le 8 février 2021, c'était justement tenir compte de ce qui n'avait pas fonctionné lorsque il y avait Prestalis, c'est-à-dire que cet argent appartient aux éditeurs et donc personne ne doit y toucher. Et ça permet aussi de verser en temps et en heure les CCR. C'est-à-dire qu'on verse il y a 3 décades, on verse le 7, le 17 ou le 27 de chaque mois selon la date de parution de vos titres. Et l'argent est réellement sur votre compte ce jour-là.
systématiquement. Donc ça, c'est vraiment un plus qui a été mis en place il y a maintenant il y a 3 ans et qui fonctionne bien et qui est vraiment très important pour nos clients. Donc là, je vous parlais du flux financier. Toujours pareil, je marque une petite pause pour savoir si vous souhaitez des précisions de ma part ou si c'était suffisamment clair. Évidemment, Le schéma était très clair et les précisions aussi. D'accord, parce que bon, c'est des systèmes juridiques qui sont en fait très complexes, hein. Là, je vous résume ça parce que en fait, chaque dépositaire doit signer un mandat comme quoi il accepte de verser chez Pristine, etc. Donc c'est un peu long à mettre en place, mais en tous les cas, c'est vraiment très efficace. Et pour votre information, sachez-le, pour sécuriser les dépositaires, l'idéal dans une fiducie, c'est de remonter un maillon plus haut. Et donc, notre idée, et ça a été, mais Jean-Marc confirmera, accepté par les MLP aussi, c'est peut-être progressivement faire des fiducies dépôt par dépôt. C'est-à-dire que l'argent qui remonte des diffuseurs soit lui aussi sanctuarisé pour la partie dépôt, SADP et éditeur, soit sanctuarisé dans une fiducie. Ce qui fait que le côté du croire du dépôt est sécurisé dans la fiducie. Et là, on est en train de monter un dossier avec un dépôt qui était en difficulté, qui est le dépôt de Valence, et qui va certainement avoir en place une fiducie d'ici quelques semaines. Et l'idée, c'est peut-être que quand un nouveau dépôt se créera, ce serait de généraliser cette fiducie, ce qui fait que le jour où il y a un problème, l'argent est sécurisé. Euh, Troisième point, c'est les remontées des flux informationnels. Et là, c'est tout ce qui a trait aux outils mis au service des éditeurs. Ça, c'est essentiel parce que c'est à partir de ces outils-là que vous travaillez, vos équipes ou vos prestataires de services. Et donc, la première chose que France Messagerie a mis en place l'année dernière, vers le mois de mai, c'est l'espace Pro Éditeur, qui en fait est un outil agile qu'on utilise d'ailleurs nous aussi en interne, mais avec tous nos outils. C'est-à-dire que tous les matins, on se connecte et on se log à cet espace pro. Donc, chaque éditeur le fait. Et là, il a accès à tous les outils dont il va avoir besoin de se servir pour travailler son titre. Avec des droits d'accès plus ou moins élevés, c'est-à-dire par exemple, il y a toute la zone financière qui est ici. Il est possible qu'il n'y ait accès uniquement les services comptables et financiers d'une entreprise. Ça, c'est des users différents. Mais en tous les cas, vous voyez, on suit avec ces jalons le en préparation, en distribution, en vente et en consolidation, l'historique des ventes avec Spot. Après, on passe sur le financier. Et après, il y a des onglets, des jalons un peu plus institutionnels comme le suivi du réseau. Tout ce qui est institutionnel, c'est les contrats, le site de France Messagerie, le cahier des charges éditeurs, la charte invendue, et puis aussi au niveau des outils, l'index des titres et le Zendesk si un des outils ne fonctionne pas. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais picorer un peu dans chacun des jalons sur des outils qui sont quand même fondamentaux et essentiels pour un éditeur et qui sont des outils, là on rentre dans des outils exclusifs France Messagerie bien évidemment. Donc le premier outil central, c'est SP3+. C'est le cœur nucléaire de notre fonctionnement. C'est à travers SP3+, qu'on va faire les répartitions, qu'on va faire les misades, qu'on va faire tous les éléments qui vont permettre de mettre sur le pas de tir votre titre et donc envoyer des informations de répartition aux dépositaires eux-mêmes pour bien envoyer les bonnes quantités aux diffuseurs. Mais c'est aussi un outil d'analyse et pour faire une bonne répartition, évidemment, il faut faire de bonnes analyses. Et donc, c'est dans cet outil-là qu'on retrouve toutes les informations pour analyser. Donc, analyse monopériode, multipériode. Là, je vous ai mis un exemple de multipériode si je voulais comparer différents titres du dimanche, par exemple, en quotidien. Cet outil est très convivial, assez simple d'utilisation. Bon, il mérite quand même formation et utilisation, mais sincèrement, quelqu'un qui veut s'y mettre arrive très facilement à l'utiliser. En analyse, il est vraiment très simple.
Après, en répartition, évidemment, c'est du réglage. Donc là, ça demande une expertise. Et après, pour mettre à disposition auprès des dépôts, là aussi, c'est une autre expertise. Mais disons que SP3+ est réellement notre outil, l'outil fondamental de France Messagerie et qui est utilisé par toutes les SADP. J'espère que je vais pas Christophe, trop. Oui, juste une oui, petite remarque en amont de SP3, avant de lancer un réglage, tu parlais de réglage tout à l'heure, ce qu'il est important, c'est de bien renseigner visa parution. Là, je pense aux utilisateurs, enfin, c'est oui, de bien sûr. bien renseigner visa parution, notamment sur les opérations de promotion, puisqu'elles donnent lieu à des déplafonnements et qui sont du coup directement enfin, il y a des conséquences directes dans SP3+, et dans la possibilité de mettre ou pas du papier sur certains points de vente. Ah, Oui, il tout est à très fait. important de donner tous les éléments constitutifs de la vie du titre et effectivement les parutions spécifiques, les nouvelles formules, sinon vous serez limité dans votre capacité d'accès au réseau. Et, et c'est vrai que le paramétrage est essentiel aussi. Alors, sur la date de mise en vente, bien sûr, la date de rappel, si vous demandez un prolongement de mise en vente parce que votre titre doit rester un peu plus longtemps parce qu'il y a un événement particulier à la fin de la mise en vente, tout ce qui est paquetage, palettisation, c'est fondamental. Évidemment, on distribue en paquet complet, donc il faut absolument que le paquetage soit bien renseigné. Pareil sur les invendus, si vous voulez récupérer vos invendus, il faut le mettre dans ce premier paramétrage. Donc, qui démarre, c'est le premier jalon, c'est quand on crée sa parution. Et après, SP3+ prend le relais à les répartitions. Merci Cédric pour cette précision importante. Autre outil très important, c'est le suivi de la mise en vente, c'est-à-dire que maintenant, donc vous avez fait votre répartition, vous avez livré à lieu saint vos exemplaires et vous avez mis une date. Là, on peut dire que vous avez choisi le pack optimum et la date de mise en vente, c'est le 28 mars, par exemple. Dès le lendemain matin, vous allez sur notre outil qui s'appelle Suivi des mises en vente IPMV et qui vous rappelle les quantités que vous avez proposées, les quantités reçues, les quantités arquées hors réassort et les quantités qui ont été réellement mises en vente. Donc là, vous avez un rappel de la couverture, c'est juste simplement les dépôts à l'heure 61 pour 3 hors retard, compris la Corse qui est toujours décalée, mais en tous les cas, c'est pour savoir, et le pourcentage d'exemplaires mis en vente hors la Corse au jour qui était demandé. Donc là, c'était un optimum chez nous, c'est-à-dire que c'est à J qu'il faut que le titre soit mis en vente. Et donc là, il y a un taux de 99%. Et vous retrouvez ce qu'a fait chaque dépôt, ligne par ligne. Donc le dépôt d'Alain devait avoir 418 exemplaires. Il en a bien reçu 418. Il avait un nombre de points de vente en arc commercial souhaité par vous de 125. Et en fait, il a mis en vente sur 123 parce que peut-être qu'il y a eu entre votre réglage et la livraison, peut-être 2 fermetures, ou peut-être c'est une fermeture hebdomadaire. En tous les cas, vous avez une vision parfaite, dépôt par dépôt. Alors évidemment, vous pouvez voir tous les dépôts, là, vous ne les voyez pas tous parce qu'il faut scroller, c'est une image, mais en tous les cas, vous avez cette vision dès le matin, à partir de 8h30, le chargement se fait vers 8h30, 8h32 à peu près. Et ça, c'est valable pour toutes vos parutions. Et quand vous êtes sur un pack standard, où le dépositaire a 2 jours, peut mettre en vente à J+2, vous avez AJ qui a été mis en vente, à J+1, J+2. Donc ça, évidemment, c'est un outil où nos clients se connectent tous les matins pour vérifier ce qui s'est passé et après, s'il y a eu des incidents, de contacter le chargé de compte et comprendre ce qui s'est passé. Donc, une fois qu'on a fait cette étape, votre titre est arrivé chez le marchand de journaux, il est en vente, et donc là, ce qui se passe, c'est le travail de vente du marchand de journaux commence. Pendant ce travail de mise en vente, on a un outil pour vérifier comment se passent les ventes. Donc là, vous avez ce qu'on appelle Sprint, et là, vous avez les ventes, donc là, j'ai pris un hebdomadaire, vous avez les ventes jour par jour réalisées par votre titre.
Donc, vous pouvez à tout moment vous connecter. Ça fait partie du barème que vous payez. Et donc, vous pouvez suivre les ventes jour par jour du titre et vous pouvez faire des comparaisons. Là, j'ai comparé 2 parutions, mais vous pouvez en comparer jusqu'à 4. Et on a aussi un autre outil, mais qui est valable que pour certaines typologies de titres. Vous pouvez comparer la vitesse de vente entre 2 codifications différentes. Pour les titres, ça intéresse beaucoup les titres ludiques ou les titres jeunesse, ou si vous voulez comparer 2 mensuels qui doivent normalement avoir le même rythme de vente, et à ce moment-là, vous allez comparer votre parution de mise en vente avec une autre parution de mise en vente d'un autre titre. C'était une demande qui avait été faite par certains de nos clients, donc on l'a mis en place l'année dernière. J'espère que je ne vais pas trop vite, trop lente, je ne sais pas, j'avance et puis après Est-ce que tout est clair pour tout le monde? De toute façon, vous vous m'interromprez. Hein. Vous avez le fil de conversation dans lequel vous pouvez poser des petites questions, n'hésitez pas à l'utiliser. Dans les petites remarques, justement avant de procéder à des extrapolations de vente sur Sprint, c'est vrai que c'est bien de jeter un petit coup d'œil sur les indicateurs de mise en vente. Des fois, quand il y a une parution qui a subi des retards de traitement, ça peut avoir des incidences sur les extrapolations qu'on peut faire sur Sprint quand on compare à différentes parutions. Oui, effectivement. Ou de s'être noté de côté et quand on y va, de s'en rappeler, quoi, parce que Ouais, voilà. absolument. Est-ce que dans Sprint, vous avez la possibilité, parce que en fait, ce sont 66%, c'est marqué en tout petit, là, je ne sais pas si vous voyez, 66% des diffuseurs qui scannent de façon correcte leurs ventes. Donc c'est sur ce panel-là que l'on s'appuie pour faire les calculs. Et ensuite, nous, on vous propose une extrapolation. Donc là, la première courbe de base, c'est une extrapolation sur 100% des marchands. Mais certains éditeurs et prestataires préfèrent avoir les données brutes, c'est-à-dire uniquement les ventes qui ont été scannées. Et donc, vous allez ici sur ce bouton accès aux données brutes. Et à ce moment-là, vous avez le détail exact des ventes réalisées, identifiées. Et après, vous pouvez faire vous-même votre extrapolation. Et d'ailleurs, je considère que l'extrapolation, pour moi, mais enfin, c'est un peu comme un GPS. Oui, c'est bien le GPS, mais c'est pas interdit de regarder la route non plus, quoi. Donc parfois, il est bien d'aller aux données brutes pour pouvoir faire soi-même une autre extrapolation et arriver à une meilleure expertise au niveau de l'estimation de la vente. En fait, nous, on utilise surtout les données brutes. Bien sûr, ouais. On aime bien calculer ça de notre côté. Je comprends. Je pense que je serai encore éditeur, je ferai la même chose. Mais bon, il y a les 2 possibilités. Ça nous avait été aussi demandé de faire des extrapolations, donc on a tout de suite une première estimation, mais après, rien n'empêche de recouper ce que fait la machine. C'est bien utile pour ceux qui n'en sont pas équipés ou outillés, sachant qu'il faut prendre ces extrapolations toujours avec une extrême prudence. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'il faut prendre comme habitude, c'est de dire, on m'avait donné ça en extrapolation, je le note de côté, je vois la vente réelle et après je mesure les écarts et après ça me permet de me donner dans les écarts types de l'extrapolation avec la réalité, ce que me donne et est-ce qu'elle est un peu trop forte ou un peu trop faible. Et au bout d'un moment, ça devient, on apprend à bien gérer cette extrapolation. Autre point, c'est notre charte qualité, donc qui est aussi à disposition des éditeurs. Vous l'aviez dans l'espace Pro Éditeur. La charte qualité, on peut s'y connecter à n'importe quel moment. Donc, elle donne plein d'indicateurs qui sont des indicateurs aussi internes, mais qu'on partage avec nos clients pour tout le temps nous améliorer parce qu'on peut toujours faire mieux, bien mieux. Et donc, on vérifie les taux de réception à l'heure, les taux de réception complets, les taux d'expédition sans écart de quantité, etc. Enfin, ça, c'est des choses qu'on suit nous. Ce que nos clients regardent surtout, c'est le taux de mise en vente. Donc, en exemplaires cumulés, donc 96%, c'était au mois de, je vois pas le mois, mais ça doit être au mois de mars, et en février, on était à 97%. Autre point qui nous tient vraiment à cœur, c'est le taux de contrôle des invendus. On a dans le cahier des charges des dépositaires, on demande aux dépositaires de contrôler 30% des invendus, sachant que tous les diffuseurs doivent être contrôlés une fois par semaine.
Et quand il y a des diffuseurs indélicats qui ont des invendus qui ne sont pas très propres, à ce moment-là, ils peuvent être contrôlés tous les jours. Donc, si on prend 30% de contrôle des invendus, c'est bien. Donc ça, c'est ce qu'on se donne. Mais simplement, là, on est sur un taux national. Donc 40%, c'est au national. C'est pour le mois de février. Tous les dépôts, globalement, ils ont contrôlé 40%. Mais vous avez une petite carte de France qui est à côté ici et qui montre les dépositaires qui sont en dessous de 10%. Là, il se trouve qu'au mois de février, il n'y en a pas. Alors, c'est un combat de nos chargés de relations réseau pour que les dépositaires respectent ça. Il y en a quelques-uns entre 10 et 30 et d'autres qui sont supérieurs à 30 parce que l'objectif, c'est que chaque dépôt soit supérieur à 30 et que la moyenne ne cache pas des horreurs parce qu'à ce moment-là, les ventes qu'on vous indique, elles n'ont pas été contrôlées. Donc, par contre, c'est bien là-dessus qu'on va vous payer. Donc, vous avez ici nos chargés de compte travaillent sur tous ces dépôts qui sont encore en bleu clair pour qu'ils montent progressivement à 30% chacun. C'est un travail depuis 20 ou 25 ans. Hein. C'était des demandes très fortes qu'on faisait à l'époque en commission commerciale à Prestalis. Et là, maintenant, on est arrivé à un taux de qualité qui est quand même très important. En tous les cas, nous, on le suit et on le montre en transparence à nos clients. Donc cette charte qualité, elle a beaucoup d'autres indicateurs, mais je ne m'étends pas parce que je veux respecter les 20 minutes qui me sont accordées. Après, autre outil essentiel, c'est Spot. Spot, pour nous, c'est les ventes consolidées. Donc ici, quand vous avez le taux de retour à 100%, c'est que la vente est consolidée et bien réelle. Et donc, codification par codification. Et aussi, en agrégation, quand vous avez des déclinaisons, vous avez les deux lectures possibles, vous retrouvez le prix, la date, le fourni avec un vendu, et comme le taux de retour est 100%, c'est le même, la vente, le taux de vente, la VMF, les invendus, les diffuseurs servis, les diffuseurs vendeurs et les diffuseurs en rupture. Donc tout ça, c'est sur un seul onglet. Après, vous pouvez aller voir au détail dépôt, détail par secteur. Vous pouvez aller aussi voir si vous avez de l'export, ce qui s'est passé dans les DOM et à l'export. Voilà, donc Spot, c'est l'outil qui vous donne les ventes sur lesquelles on va vous payer à l'issue de toutes les remontées des invendus. Et dernier point, et j'en aurai terminé après, l'assortiment, le suivi d'assortiment, là c'est pareil. Vous avez un tableau de bord qui vous permet de suivre ce qui se passe au niveau de l'assortiment. Donc vous avez déjà le nombre de points de vente connectés ou assortis, enfin en capacité d'utiliser PressConnect. Là vous avez ceux qui ont activé PressConnect, donc 94% des diffuseurs ont activé PressConnect. Ces données sont identiques. PressConnect est un outil commun à France Messagerie, Prestalis, France Messagerie et MLP, excusez-moi. Et donc, ce sont les mêmes chiffres. Les points de vente qui ont donné délégation à leurs dépositaires, ou ils peuvent avoir donné aussi leur délégation à Relais, au siège Relais ou à Naples, mais globalement, il y a très peu de diffuseurs. La majorité des délégations sont quand même 98%, c'est des délégations aux dépositaires. 1000 qui ont déclenché l'assortiment pur et dur d'une revue d'offres complète. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ceux qui agissent sur leur offre, ils sont 7444. Donc, ils n'ont pas déclenché d'assortiment, mais par contre, ils sont connectés à PressConnect et ils ont pu faire les 3 actions possibles qu'un diffuseur peut faire dans PressConnect et après dans les outils spécifiques France Messagerie et MLP. Un petit point, une petite précision, les diffuseurs ayant confié une délégation représentent plus de 70% du chiffre d'affaires presse global. Oui, ce sont des gros, il y a beaucoup de gros diffuseurs. C'est important. Alors après, c'est un outil qui est mis à disposition de nos éditeurs. Donc là, on redécompose toutes les actions. Donc il y a 3 types d'actions que peut faire le marchand de journaux. Il peut fermer l'accès d'une codification donnée. Donc il y en a. Alors là, évidemment, ce sont des données France Messagerie uniquement. Donc il y a 5900 marchands qui ont fermé des accès.
pour 276 000 codifications, dont 92,7% étaient non vendeuses sur les 12 derniers mois. Donc, sous-entendu, de l'autre côté, 7,3% étaient vendeurs. 276 000, c'est certainement le couple codification et parution. C'est couple codification parution, exactement. C'est ça, parce que 276 000 codifications, nous n'avons pas une telle profondeur de l'offre encore chez nous. Non, complètement. Heureusement. Et sinon, on serait assorti. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et la part de VMF fermée sur les 12 derniers mois est de 0,5% côté France Messagerie. Après, le marchand de journaux peut fixer des quantités maximales. Là, ils sont 1455 à avoir fait ça. Pour 16 000, enfin un peu moins de 16 000 quantités. Et nous, ce qu'on identifie et ce qu'on donne à nos éditeurs, c'est quand les quantités max sont inférieures à la vente moyenne du marchand. Donc là, il y a 16,3% de quantités max qui sont trop basses par rapport aux ventes moyennes du marchand. Et donc, c'est là-dessus que nous travaillons pour soit demander de remonter la quantité max, soit de l'enlever carrément. Et enfin, il y a une troisième action qui est moins connue, mais c'est la demande d'installation de titres. Il y a un peu moins de 2000 marchands qui ont demandé des installations de titres pour 13 850 titres. 13 800 couples titres diffuseurs. Et donc, ça concerne 1000 titres. Là aussi, on insiste beaucoup auprès de nos éditeurs, c'est que pour que le dialogue soit bon entre éditeurs et diffuseurs, quand un diffuseur demande spécifiquement l'installation d'un titre, c'est dans la mesure du possible de suivre cette installation, même si vous ne respectez pas le volume. C'est-à-dire que si le diffuseur dit une installation à 5, ça peut paraître un peu beaucoup. Par contre, c'est bien de tenter avec un exemplaire l'installation dans ce point de vente. Pour pousser les diffuseurs à beaucoup plus demander d'installation dans leur point de vente. C'est-à-dire que pour nous, s'ils ferment un titre, ils doivent, pour renouveler leur offre, réouvrir une codification. En tous les cas, c'est le discours qu'on tient sur le terrain. Et alors après, pour le suivi… Un petit point, Christophe, que je vais me permettre d'ajouter. Vous voyez que 68% des titres sont des titres sans numéro de commission paritaire. Je vous rappelle que notre fédération travaille beaucoup avec ses éditeurs adhérents pour l'obtention des numéros de commission paritaire. Et je vous en rappelle donc l'importance d'obtenir un numéro de commission paritaire. C'est aujourd'hui devenu plus important que tous les avantages fiscaux ou autres liés au titre, puisque cela vous permet de rester dans les linéaires. Oui, exact. Je n'avais pas précisé ce pourcentage, mais qui est très important. Donc après, sur ces trois actions, donc je vais rapidement. Donc le suivi, ça c'est le suivi des fermetures d'accès. Donc chaque éditeur va sur les titres, ses codifications. Alors moi, je n'ai pas caché, désolé, mais j'ai voulu prendre des trucs réels. Donc c'est un titre réel, évidemment. Donc on voit à la fois les demandes d'installation, les quantités max et les fermetures. Quand il y a un petit D, ça veut dire qu'il y a délégation. Donc là, vous avez le diffuseur. S'il n'a pas de délégation comme ici, vous pouvez l'appeler directement et lui demander. C'est un peu dommage parce que là, typiquement, 9 de moyenne, 5,8 ventes, 62% de taux de vente. C'est quand même dommage de se priver de 171 € de chiffre d'affaires pour le marchand, pour le dépôt et pour l'éditeur, bien évidemment. Donc là, vous pouvez agir directement. S'il y a un D, il faut contacter le dépositaire de ce marchand. Donc c'est pour ça qu'on l'identifie. Et là, c'est du Power BI, donc vous pouvez exporter les données pour pouvoir les retravailler à votre façon. Donc ça, c'est la gestion complète de l'assortiment. Vous vous y connectez, c'est mis à jour tous les matins. Et donc, vous avez un état précis de ce qu'il en est. La deuxième chose, ce sont les quantités max. Oui, qui sont ici. Donc là, vous voyez, ce qu'on marque, c'est la vente moyenne est de 2,2, le fourni moyen est de 2,2, la vente moyenne est de 0,6 et la quantité max est de 1. Donc là, on fait un petit calcul en disant quand c'est négatif, c'est que c'est trop bas. Et là, vous voyez, typiquement,
ce diffuseur, il a mis une quantité max de 1, alors qu'il a vendu 5 fois sur les 12 derniers mois, et avec une vente moyenne de 2,6. Donc, il s'est coupé lui-même des ventes. Donc là aussi, il est important d'agir auprès de ce diffuseur pour qu'il remonte la quantité max. Et le petit onglet, le petit V vert, non, ça sera après, excusez-moi. Donc là, c'est pour les quantités max, c'est pouvoir piloter ces quantités max quand elles sont, c'est les fameux 16%. Donc celui-ci fait partie des 16% où la quantité max est trop basse. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans PDIF, quand le diffuseur décide de mettre une quantité max trop basse, il a quand même une fenêtre qui s'affiche en lui disant attention, votre vente moyenne est de 2,6, êtes-vous sûr de vouloir mettre 1 pour essayer de freiner et de limiter ces mauvaises décisions, au même titre que quand il veut couper un accès, on lui rappelle qu'il a fait tant de chiffre d'affaires avec cette codification, est-ce qu'il veut toujours fermer l'accès? Et dernier suivi, c'est les demandes d'installation. Et donc là, vous avez par titre les demandes d'installation des diffuseurs. Et donc c'est là où on demande, et c'est pour ça qu'il y a la petite coche verte, pour que l'éditeur sache si il a suivi ou pas cette demande d'installation. Donc nous, on insiste vraiment, alors peut-être pas à faire une demande d'installation à 7, mais entre 1 et 2 exemplaires, c'est important de suivre pour que de plus en plus de diffuseurs prennent l'habitude de faire vivre leur offre. Et pour terminer, je reviens sur l'espace pro pour vous dire que, en fait, tous les outils, vous les retrouvez ici. Donc, vous retrouvez SP3+ ici, vous retrouvez Sprint ici, vous retrouvez Spot et la charte qualité. Donc, tous ces outils existent là. Et en vous loguant le matin, vous arrivez sur votre espace pro et après, vous pouvez aller sur tous les outils que vous souhaitez. Parfait. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais j'ai peut-être un peu débordé. J'ai essayé d'être rapide. Je vous propose à tous, s'il y a des questions, soit déjà de les envoyer dans le fil de conversation, mais de les reporter à la fin pour que Jean-Marc puisse nous présenter tout ce qui est l'activité MLP. On refera un tout petit point qui est connu de messagerie, juste en mémoire, c'est un rappel sur le réassort et l'assortiment et le plafonnement tout à l'heure. Comme ça, dans cette petite discussion sur le plafonnement, le rappel plafonnement assortiment, on parlera de réassort. Jean-Marc, à toi la parole. Merci, okay, merci Christophe. Et merci Cédric de tes interventions. Bon, bonjour à tous, merci Jean-Marie. Donc, on s'est un peu phasé avec Christophe en amont de la réunion, parce que évidemment, il y a des missions identiques entre les deux SADP, donc l'idée, c'était de pas faire des redites. Donc, je vais pas forcément revenir sur notamment toutes les missions fondamentales de la SADP, parce que ce sont les mêmes. Je vais plutôt insister sur l'offre de service et ce qui est un petit peu spécifique à MLP. Donc, rapidement, je vais vous donner quelques données chiffrées sur notre activité, vous dire un petit peu comment on est organisé, et ensuite, je rebalayerai en fait les grands axes de notre offre de service et la palette de prestations qui sont à votre disposition. Juste pour me présenter, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, donc je suis Jean-Marc Teboul, donc directeur commercial. Je suis chez MLP depuis 20 ans. Enfin, je suis arrivé en 2004 et jusqu'à 2017, en fait, je m'occupais plutôt du réseau. Parce que chez MLP, on a deux directions commerciales. On a une direction commerciale orientée éditeur et une direction commerciale orientée réseau. Donc, pendant les premières années, je m'occupais du réseau et jusqu'en 2017, j'étais directeur du réseau, donc je connais très bien les problématiques terrain, à la fois de diffuseurs et dépositaires, ce qui était un plus du coup pour accompagner les éditeurs. Et depuis 2017, donc je suis passé du côté éditeur, et donc je m'occupe de diriger la direction commerciale éditeur. Je vais vous présenter l'organigramme et je vais vous montrer comment on est organisé au sein de ce département. Alors, je vais essayer de partager la présentation. Tac. Est-ce que vous l'avez à l'écran? Oui. OK. Alors, on va voir si ça marche. Voilà. Alors, rapidement, pour vous resituer, bon, Christophe l'a un peu évoqué, le niveau 0, entre guillemets, c'est le niveau éditeur. Donc, chez MLP, on a 540 éditeurs clients qui sont principalement au sein de la coop MLP, mais pas que. Il y a deux autres coopératives, notamment la coopérative Célin et la CPM, qui hébergent certains éditeurs qui ont confié leur distribution à MLP. Et il y a également les usagers. Les usagers, dans notre jargon, c'est les
c'est les éditeurs qui font du hors-presse, qui ne sont pas adhérents d'une coopérative et qui ont plus un statut de client, entre guillemets, parce qu'ils sont sur du hors-presse. Donc, qui nous confient la distribution. Donc, on adresse 61 dépôts qui adressent eux-mêmes 19 600 points de vente. On assure une distribution en direct sur la ville de Paris. Historiquement, les deux messageries, les deux SADP sont en direct sur la ville de Paris. Et on adresse également les marchés export. Donc, on traite 22 marchés, donc 22 destinations en direct. Et on fait du réexport via Sodip, qui est notre grossiste en Italie, qui nous sert d'intermédiaire pour adresser des destinations un petit peu plus confidentielles. On est amené à traiter des fois au cas par cas à la demande des éditeurs. Tu as coupé ton micro. Ah, pardon. J'ai toujours un problème parfois pour basculer sur la slide suivante. Ah, voilà. Notre schéma industriel, rapidement, donc on est organisé sur 3 sites industriels. Le siège social étant à Saint-Quentin-Fallavier dans la région de Lyon, dans le département 38. C'est également notre plus gros site industriel en termes de surface. Donc on a 18 000 mètres carrés qui nous appartiennent en propre à Saint-Quentin-Fallavier. Il y a également le site de Villabé sur lequel on est en location et qui assure la majorité des réceptions en Île-de-France, puisqu'il y a beaucoup notamment les hebdos sont principalement livrés à Villabé. Et on a également un site dans l'ouest à Angers qui nous appartient en propre avec une surface importante de 16 000 mètres carrés. Il faut que vous sachiez, je le répète parce que c'est pas toujours su. En fait, les éditeurs ont la liberté de pouvoir nous livrer sur l'un des 3 sites de leur choix en fonction de leur lieu d'impression. Et donc, n'hésitez pas à optimiser le lieu de livraison en fonction de là où vous imprimez. Vous pouvez nous livrer où vous le souhaitez. Ensuite, nous, on se charge de rapatrier les exemplaires sur les différents sites. On a également deux structures. C'est important à l'heure où on parle de bilan carbone. Exactement. Et tout à fait. On a également 2 structures niveau 2, donc 2 dépôts, 2 structures qu'on détient en propre. Donc il y a la société MAPA qui détient les dépôts de Tremblay et de Crépy, et il y a également la société CPDP qui détient les zones de Poitiers et Tours. Donc là-dessus, on a sur ces 2 sociétés, donc on a une activité de dépositaire, ce qui nous permet de bien appréhender les contraintes et les enjeux du métier de dépositaire. Donc là, c'est les tournées au départ de nos 3 sites logistiques pour desservir les dépôts. Donc en fait, comme je disais, vous pouvez nous livrer sur le site de votre choix et nous, ensuite, on se charge de dispatcher les quantités sur nos 3 sites pour faire partir les tournées qui vont desservir les dépôts dans une logique d'optimisation. Donc on a 3 points de départ des tournées. Donc on a 37 tournées qui livrent les dépôts. On a 17 tournées spécifiques pour la ville de Paris. Ça fait à peu près 50 000 km par jour. Tu parlais des enjeux d'environnement, Jean-Marie, donc on est en permanence en train d'optimiser nos tournées parce que 50 000 km par jour, c'est pas rien. Quelques chiffres, de 500 millions d'exemplaires distribués en 2023, ça représente 230 000 tonnes et 500 000 palettes. Et notre portefeuille, pour rappel, c'est à peu près 4 000 titres ou codifications actives, 16 000 parutions distribuées en 2023 et une part de marché sur la presse magazine à peu près en nombre de titres de 80%. Alors, je suis désolé, j'ai l'impression que j'ai des problèmes pour... Ah voilà, donc le portefeuille, 540 éditeurs, 4 000 codifs actifs, comme je disais, 16 000 parutions, c'est à peu près 780 millions d'euros de vente prix fort en 2023. 45% des titres qui ont la CPPAP, ça c'est important dans le cadre de l'assortiment, donc même pas la moitié du portefeuille. Par contre, effectivement, les titres CPPAP pèsent à hauteur de 70% du chiffre d'affaires. Les hebdos, c'est à peine 1% des titres, mais c'est quand même 25% du chiffre d'affaires, donc ça continue à être représentatif. Et ce qui caractérise notre marché de plus en plus, c'est qu'on a quand même sur 540 éditeurs, on a 20%, enfin on a les 20 premiers éditeurs qui représentent quand même 80% des fournis en exemplaires et 75% des ventes en euros. Donc une concentration importante du chiffre d'affaires sur les plus gros éditeurs. Mais en même temps, ce qu'on voit à droite, c'est qu'on a donc un chiffre d'affaires annuel moyen par éditeur d'1,4 million.
qui est tiré à la hausse, la moyenne, par les chiffres d'affaires des plus gros de la messagerie. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chiffre d'affaires annuel médian de 90 000 euros par an uniquement. C'est-à-dire qu'on a la moitié de nos éditeurs, donc plus de 250 éditeurs, qui font moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc en fait, ce qui caractérise le marché, c'est à la fois une concentration importante sur les plus gros, mais à la fois une foultitude de petits et moyens éditeurs et de petits et de moyens titres. Et c'est tout ce mélange qui fait la richesse de l'offre. Et donc beaucoup de petits éditeurs et beaucoup de petits titres. C'est aussi des problématiques qui sont différentes d'un éditeur à l'autre. Il y a des problématiques industrielles pour les très gros et puis plus artisanales pour les petits. Exactement, tu as raison, c'est vraiment le grand écart entre des éditeurs qui font plusieurs dizaines de millions d'euros par an et des éditeurs qui font 50 000 euros par an avec un ou deux titres. On n'est pas du tout sur les mêmes besoins pour les éditeurs, effectivement. Il y a une autre petite remarque par rapport à ce top 20 éditeurs qui pèsent 80% du marché ou 75% du marché, c'est que les tendances de vente qui sont importantes, qui sont autour de -8, -9, etc., sont aussi traînées, tirées par les titres qui sont les gros porteurs comme les télés, les féminins pratiques, voire les news et les people. Oui, tu as raison. Ouais. Effectivement, on constate depuis plusieurs années que le mass market a tendance alors attention, généralité, mais globalement, les gros volumes, le mass market a tendance à souffrir davantage que la presse à centre d'intérêt. Et forcément, le mass market pèse encore très lourd, c'est la grosse partie des ventes. Forcément, quand le mass market tousse, c'est l'ensemble du marché qui tousse. Mais faire attention à pas généralisé parce que le marché est de plus en plus hétérogène et il y a également des centaines de titres qui sont en progression, contrairement aux idées reçues et dans toutes les familles. Donc en fait, on est dans un marché qui est de plus en plus hétérogène alors qu'il est globalement orienté à la baisse, mais il y a des titres qui sont en progression et comme je disais, des centaines de titres qui sont en progression. Et il y a également des centaines de diffuseurs qui sont en progression. Donc on est plutôt dans un marché qui est en pleine recomposition et en pleine évolution. La centre d'intérêt représente véritablement une famille de titres qui a une expertise qu'on ne retrouve pas sur Internet, donc qui permet aussi, on s'adresse à des passionnés, on s'adresse à des experts, et ce sont des experts qui parlent à des experts. Donc cette typologie de presse a aussi une clientèle plus fidèle, plus assidue, mais forcément avec un nombre de références très important. Et avec une montée en gamme de tous ces produits, de toute façon, plus pointu, plus cher, plus beau. Voilà. C'est ça. Alors, pour vous dire comment on est organisé rapidement, donc la direction commerciale, c'est 34 collaborateurs qui sont au service des éditeurs. On a 3 pôles majoritairement. On a le pôle relations clients qui est composé des 3 responsables de clientèle que vous devez sûrement connaître. Donc, les responsables de clientèle, ils sont vraiment sur les aspects contractuels, sur les simulations de coûts de distribution et ils sont là pour vous présenter et vous proposer les services qui correspondent à vos besoins. Donc, on va dire qu'ils sont là pour encadrer la relation au niveau macro. Ensuite, vous avez le pôle gestion des titres qui, lui, intervient vraiment sur les aspects opérationnels de votre distribution en coordonnant les différentes étapes de la vie de vos parutions, de la mise en vente, même en amont de la mise en vente jusqu'à la clôture de la parution et le traitement des invendus. Donc, vous avez le pôle diffusion qui est composé de responsables titres. Donc, ce pôle-là, en fait, il s'occupe des éditeurs qui assurent eux-mêmes la gestion et la répartition et le réglage de leurs titres ou qui ont confié cette tâche à des sociétés de services. Donc, c'est la majorité du portefeuille chez MLP. Vous avez le pôle distribution qui est composé de 4 chargés de distribution. Donc là, c'est un petit peu la même chose, mais en complément, ce sont des éditeurs qui ont confié à MLP directement la prestation de réglage. Et ensuite, vous avez le pôle export, où, comme son nom l'indique, là, on a une équipe qui est dédiée en fait à l'accompagnement des éditeurs pour les marchés export.
Troisième pôle en vert, c'est le pôle développement. Donc là, on a 2 ingénieurs commerciaux qui sont en charge de la prospection des éditeurs et qui sont également sur les enjeux sur des dossiers de diversification sur lesquels je reviendrai. Donc là, on est plus sur un volet prospection commerciale. Également, on a au sein du pôle diffusion, on a le responsable support client qui est Sabine Boulet, que certains d'entre vous connaissent probablement. Donc Sabine est en charge du développement des outils éditeur de la formation et de la maintenance de ces outils. Et dans le pôle distribution, on a un chargé d'études marketing qui est en charge en fait de toutes les études marketing, de tout le traitement de la data qui est fait pour le compte des éditeurs. Je vais revenir rapidement sur l'offre de service par rapport à tout ça. Et tout en amont, sous ma responsabilité directe, on a un chef de produit logistique qui nous accompagne en fait sur le déploiement et le développement de notre offre de service logistique. Et là aussi, je reviendrai dessus. Il y a pas mal de nouveautés ces derniers mois. Et là aussi, on travaille en fait à développer des offres et des services qui sont en conformité avec les attentes des éditeurs. Voilà un petit peu pour vos interlocuteurs que je pense que certains d'entre vous connaissent. Alors, j'ai perdu la présentation. Pourquoi? Excusez-moi. Voilà. Ça va. Tu es resté avec nous, c'est le principal. Alors sur les outils, je ne vais pas détailler autant que Christophe, mais sur les outils, mais on est à peu près sur la même, enfin en tout cas les outils répondent à peu près aux mêmes besoins, même si chaque SADP a ses outils spécifiques. Et vous avez toute la famille des outils Iris, donc avec Iris Titres qui vous permet d'installer les titres et de renseigner toutes les caractéristiques commerciales de vos titres qui vous permettent de commander les codes à barres. Donc ça c'est un outil que vous allez utiliser en amont, notamment de la mise en vente. Il y a également, je l'ai noté, des alertes sur le statut CPPAP de vos titres. Ça, c'est important, c'est-à-dire que vous devez nous télécharger en fait tous les certificats, ce qui permet de renseigner nos bases. Et nous, on a mis en place une logique d'alerteur qui vous prévient en amont, plusieurs semaines à l'avance, quand vos certificats sont susceptibles d'arriver à terme, pour que vous puissiez prendre le temps de faire le renouvellement auprès de la CPPAP. C'est un enjeu qui est devenu très important dans le cadre de l'assortiment. Mais également, on est en train de déployer sur cet outil des modules de suivi des mises en vente qui ne sont pas encore présents dans l'outil et que vous avez par d'autres biais aujourd'hui. Il y a également donc Iris Vente et Iris Cube. Attends, juste oui. Juste respire 2 secondes. Juste oui. Dans Iris Titres, c'est à cet endroit-là aussi que l'on renseigne toutes les opérations de promotion qui sont en soutien des parutions. Tout à fait, et qui vont permettre, comme tu disais tout à l'heure, notamment de déplafonner ou d'ouvrir certains accès. Ouais. Pardon. Ok, ouais, merci pour la précision. Iris Vente, ça vous permet de consulter les statistiques de vente de vos titres avec des historiques. Iris Cube, en fait, c'est la prestation optionnelle qui vous met à disposition les remontées de caisse. Donc, je rentre pas dans le détail, mais il y a plusieurs options qui vous permettent d'avoir des détails plus ou moins poussés quotidiennement pour suivre les ventes au quotidien. Ensuite, vous avez l'outil Irispace qui vous permet d'effectuer des analyses, des extractions, du reporting, qui vous permet également évidemment de gérer le travail de répartition au quotidien, si vous le faites vous-même ou c'est l'outil de prédilection qui est utilisé par les sociétés de services pour tout ce qui est réglage. C'est également l'outil qui permet de dialoguer avec le réseau et notamment les dépositaires sur les quantités. C'est également l'outil qui vous permet aujourd'hui de piloter vos réassorts. Je reviendrai sur le réassort, mais c'est avec Irispace maintenant que vous pouvez piloter le réassort. Vous avez également donc Iris Logistique qui vous permet de suivre et de piloter vos stocks d'invendus. Quand vous décidez de récupérer vos invendus, de confier des prestations à MLP, de les stocker chez MLP, vous pouvez piloter toute cette partie-là avec Iris Logistique. Vous avez également un outil Oscar Simu Export qui vous permet d'extrapoler la rentabilité à l'export et faire des simulations d'encaissement en fonction des ventes et du barème export. Donc ça, c'est pour tout le volet export. Et pour finir, vous avez Iris Finance, qui est l'outil financier qui vous permet de piloter votre activité et d'accéder à toutes les informations comptables et financières. Voilà, c'est un petit peu lourd, mais je pense que c'était important de les balayer tous. Donc, si on récapitule dans l'ordre des aiguilles d'une montre, vous avez en amont Iris Titres qui vous permet d'installer les titres, d'annoncer les parutions et de commander les câbles. Ensuite, le réglage dans Irispace.
une fois que votre parution est en vente, les remontées de caisse dans Iris Cube. Vous allez pouvoir consulter après vos statistiques dans Iris Vente. Un point important, c'est que on a une solution Web to Store. C'est un module qu'on met à disposition des éditeurs, que vous pouvez installer par exemple sur votre site internet, si vous avez un site internet. Et ce module en fait permet à vos clients ou aux lecteurs qui vont se connecter à votre site internet de trouver le magazine en physique dans le point de vente le plus proche de chez lui, parce qu'en fait cet outil Web to Store en fait il est directement connecté à nos bases de données. Donc nous on sait à qui on a fourni les exemplaires, on a les remontées de vente quotidiennes, donc c'est réactualisé au jour le jour, et donc vous, sur votre site, ça vous permet d'indiquer à vos lecteurs quel est le point de vente le plus proche de chez eux, dans lequel ils sont encore susceptibles de pouvoir trouver du stock sur le magazine qu'ils recherchent. Ensuite, vous avez Iris Logistique, donc il va vous permettre de piloter, de gérer vos invendus une fois que la parution aura été rappelée. Donc Oscar Simu Export pour l'export et Iris Finance en fait pour consulter vos documents comptables et analyser tous les résultats dans le détail. Alors, au niveau du marketing et de la data, donc là, on a une offre de service qui est assez riche et vous pouvez nous consulter sur demande pour bénéficier d'un certain nombre d'études. Donc, évidemment, il y a les remontées de vente quotidiennes. Donc ça, on l'a vu, c'est Iris... c'est les remontées de caisse. Donc ça, vous pouvez suivre les tendances de vente au quotidien. On peut vous mettre à disposition des études de duplication d'achat de tickets de caisse, ce qui vous permet de mieux connaître vos acheteurs et de savoir avec quel autre titre éventuellement vous êtes acheté quand le client passe en caisse. Donc ça permet de bien appréhender, en fait, de mieux appréhender sa clientèle. On peut également vous mettre à disposition, à vous directement, donc, ou aux sociétés de services, des marchés de référence. Donc là, on peut vous construire un marché type avec des titres concurrents et vous créer un univers, ce qui permet ensuite d'aller rechercher du potentiel et d'aller vérifier que vous servez bien tous les points de vente qui ont du potentiel sur vos marchés de référence. On a également à disposition ce qu'on appelle la photographie marché. Donc ça peut être utile quand vous lancez une nouveauté ou quand vous voulez analyser dans le détail en fait votre marché de référence. Donc là, on va vous mettre à disposition des données sur l'ensemble de votre marché et de l'univers concurrentiel avec des fournis moyens, des niveaux de vente moyens, des prix de vente moyens. En fait, toutes les données qui vont vous permettre de vous benchmarker par rapport aux titres qui sont dans votre univers. On peut vous mettre à disposition également un bilan annuel de chaque titre, donc ce qui permet de mesurer la performance annuelle de vos titres ou de votre titre, là aussi toujours comparé à son marché. Donc ça, c'est sur demande, on peut vous les mettre à disposition. Et pour terminer, on a également un suivi part de marché qui permet de monitorer dans la durée en fait l'évolution de votre part de marché par rapport aux titres qui sont directement vos concurrents. Donc voilà, donc on a un certain nombre d'études, donc n'hésitez pas à nous solliciter, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette offre, mais on peut vous mettre à disposition un certain nombre d'éléments qui vont vous aider à monitorer et à piloter au mieux votre activité. Ensuite, sur la partie promotion des ventes et actions terrain, on a un certain nombre de services également qui sont à votre disposition. Donc, on a Optimexpo Data. Donc là, grosso modo, pour faire simple, on va déclencher des visites points de vente dans le but notamment de faire un diagnostic, de voir comment vous êtes exposé. Est-ce que les consignes de positionnement dans la famille que vous avez demandées sont respectées? On va pouvoir éventuellement collecter des informations auprès du diffuseur. Donc, on peut lui soumettre un questionnaire avec des questions qu'on va préparer ensemble avec vous. On peut optimiser le positionnement du titre ou le repositionner dans le linéaire, travailler sur donc la visibilité du titre, faire de la mise en avant pile ou pleine page en fonction de vos demandes. Et donc, on peut réaliser des sondages avec des questions qu'on va poser au diffuseur. Et donc, ce qui nous permettra de vous faire un reporting complet de nos actions avec des photos, une situation avant-après visite. Et on peut éventuellement même construire sur mesure et aller plus loin en fonction de vos besoins, comme distribuer de la PLV, etc., etc., des organisations de concours. Enfin voilà, en tout cas, on a une offre catalogue et on peut l'enrichir en fonction de vos besoins spécifiques.
On a également des dispositifs promotionnels dans les points de vente qui sont déployés sur certains réseaux. On a un dispositif qui s'appelle Impact GMS qui est déployé dans 330 grandes surfaces, essentiellement des hypermarchés avec des chiffres d'affaires très importants. On a un dispositif qui s'appelle Mag Impact qui est déployé dans 430 magasins. Donc là, on est sur des marchands traditionnels avec un mât ou des panières qui sont positionnés dans la famille de référence. Et on a également des opérations saisonnières. Donc, on a une opération saison été sur des lieux touristiques, à la fois sur le littoral et maintenant sur le tourisme vert, donc à la campagne. Donc là, on a 170 magasins qui participent à ces dispositifs l'été. Et on a également un dispositif spécifique saison-hiver avec un mât, comme vous le voyez à l'écran à droite, qui est positionné dans des magasins qui sont dans 60 stations de ski à travers l'ensemble du territoire, essentiellement dans les Alpes. Donc ça, c'est ces dispositifs qu'on anime et qu'on pilote à l'année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Et, on les mettra à la fin pour permettre de terminer la présentation. Ok, on a également un dispositif qui vous permet de communiquer auprès des marchands, à la fois pour présenter votre marque, prévenir d'une actualité, d'une nouvelle formule, d'un changement de prix, soutenir la mise en place de votre titre ou appuyer sur un repositionnement stratégique. Donc là, on a plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre une bannière sur le portail diffuseur MLP qui s'appelle Omega. Donc c'est un outil qui est consulté maintenant quotidiennement par les diffuseurs, notamment pour piloter leur assortiment. Donc vous pouvez vous assurer de la visibilité sur ce portail. On peut également faire des emailing. Là, vous avez un exemple d'emailing qu'on avait fait pour un éditeur où on avait poussé par mail une note rédigée par l'éditeur et même une vidéo. Donc, tout est possible. On peut également faire des campagnes SMS. On dispose d'à peu près 10 000 numéros de téléphone. Donc, on peut pousser des SMS au réseau et on peut également pousser des circulaires promotionnels à la fois aux diffuseurs comme aux dépositaires. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail, mais n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins en la matière. On peut, en tout cas, on a plusieurs leviers pour pouvoir communiquer au réseau en fonction de vos besoins. Ah, Jean-Marc a de nouveau disparu. Décidément, le trou noir. Il reprend son souffle. Il revient. Il est de retour. Tu avais disparu. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. As-tu terminé, Jean-Marc? Non, pas tout à fait. Je suis désolé, bon. Je suis encore plus bavard que toi, Jean-Marie. Je vais essayer d'aller vite. Difficile. Je vais essayer d'aller vite. Dans l'offre de base, également, service du développement des ventes. Donc, s'il te plaît. Pardon, le réassort fait partie de l'offre de base, évidemment. Donc, n'hésitez pas, parce que tous les éditeurs n'en profitent pas, à laisser du stock au magasin central à Saint-Quentin pour qu'on puisse nous servir du réassort. Donc, le réassort, il est piloté soit par le réseau, c'est le réseau qui demande des exemplaires, mais vous avez également, vous, éditeur, la possibilité de le déployer. Et on travaille sur un déploiement du réassort automatique pour la fin de l'année 2024. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment, mais l'idée, c'est de mettre en place une mécanique de réassort automatique sur l'ensemble du réseau pour pallier aux ruptures. Il faut qu'on définisse les règles de gestion avec les dépositaires. Le suivi des remontées de caisse du marché, ça aussi, c'est disponible sur le portail MLP pour tous les éditeurs. Vous pouvez disposer des remontées de caisse de l'ensemble du marché, c'est-à-dire des 18 000 points de vente qui remontent leurs ventes, ce qui vous permet à la semaine ou au mois d'avoir une visibilité assez précise sur l'évolution des ventes, semaine après semaine. Et vous avez un suivi par famille et également par nature de réseau. Donc ça, n'hésitez pas à télécharger ces éléments sur le portail. Également, on a une offre de service pour valoriser vos invendus, remise en vente de titres à l'export, remise en vente d'offres couplées, constitution de pochettes d'invendus. On a également une offre packagée qui s'appelle Succès Presse, qui permet de remettre en vente des hors-séries un peu intemporels ou des numéros spécifiques qui ont très bien fonctionné sur une première mise en vente. On peut les remettre en vente une deuxième fois, donc on a une offre packagée en ce sens. Et comme je disais tout à l'heure quand je vous ai présenté l'organisation, on a également, on propose une prestation de réglage en option pour les éditeurs qui souhaitent nous confier le réglage de leur parution.
Je vous donne quelques chiffres sur l'assortiment. Je vais vite parce que le temps presse. Donc, on est à peu près sur les mêmes chiffres qu'a annoncé Christophe. On n'est pas tout à fait sur le même périmètre au jour près, mais là, sur la dernière extraction qu'on a sortie au 22 mars, on avait 1174 diffuseurs qui avaient déployé l'assortiment, c'est-à-dire qui sont rentrés dans l'accord interprofessionnel. Il y en a 61% qui avaient donné délégation au dépôt, donc c'est le dépôt qui gère. Et on a 77% de ces 1174 diffuseurs qui acceptent les nouveautés. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on a quand même 23% de ces 1174 diffuseurs qui ont décidé de refuser les nouveautés. Donc, ça fait à peu près 264 diffuseurs qui refusent les nouveautés. Donc, c'est toujours trop. Mais bon, sur 20 000 points de vente, c'est pas non plus catastrophique. C'est souvent des tout petits points de vente. On les a analysés. C'est souvent des tout petits linéaires et des tout petits points de vente. Voilà. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accord interpro, c'est à peu près 1000 diffuseurs, dont quasiment les 2 tiers ont donné délégation au dépôt. Si on regarde les impacts, comment se comportent les diffuseurs? Donc là, sur le panel qu'on a analysé tout récemment, on avait 993 diffuseurs pour lesquels on a analysé le comportement. Ces 993 diffuseurs, quand on regarde ce qu'ils ont retiré au niveau de l'assortiment, ils ont enlevé 1,7% des exemplaires fournis en équivalent, ce qui représente une perte de vente en exemplaires potentielle de 0,5%. Et de 1% quand on la convertit en euros. Donc voilà l'impact, la photographie de l'impact à l'instant T. Alors, il faut faire attention à ces chiffres parce que c'est effectivement l'impact de l'assortiment, mais là-dedans, il y a beaucoup de titres qui ont été retirés, notamment suite à des réductions linéaires, et notamment en grande surface. Ces réductions linéaires, elles auraient eu lieu même si on n'avait pas eu d'assortiment. Donc, faire attention de ne pas tout mettre sur le dos de l'assortiment. L'assortiment, au contraire, il permet de structurer la démarche et accompagner les réductions linéaires avec une méthode, alors qu'avant, c'était fait de façon un petit peu archaïque, puisque vous le voyez là, dans l'encadré en bas, vous avez 10% des diffuseurs. Il faut préciser, Jean-Marc, qu'on passait systématiquement en point de vente complémentaire avec une sélection de 150 titres. Donc, on a aujourd'hui certaines réductions linéaires sur lesquelles on peut conserver un nombre beaucoup plus important de titres qu'auparavant. Tout à fait. Et on voit d'ailleurs qu'il y a 10% des diffuseurs qui ont retiré 50% des exemplaires. Donc, en fait, attention aux moyennes. Et ces 10% de diffuseurs, c'est souvent des réductions linéaires. Quand on regarde le comportement des diffuseurs, ils retirent autant de titres CPPAP que non CPPAP. Donc, on voit qu'il y a plutôt une attitude pragmatique qui consiste à dire j'enlève surtout ce que je vends pas. Et je me pose pas trop la question de savoir si c'est un titre CPPAP ou non CPPAP. En moyenne, encore une fois, c'est une moyenne. Un diffuseur, en moyenne, il a retiré 95 titres qui généraient un chiffre d'affaires de 570 € à l'année pour les 95 titres. Ça veut dire qu'en moyenne, un diffuseur retire un titre qui fait 5 € de chiffre d'affaires par an. Ce n'est qu'une moyenne. Ça permet quand même de constater en moyenne qu'on a un comportement qui semble plutôt rationnel au niveau macro. Donc ça, c'est pour les diffuseurs qui sont rentrés dans l'accord interpro. Et ensuite, on a les diffuseurs. J'ai encore perdu la présentation. On a les diffuseurs qui pratiquent l'assortiment, mais qui ne sont pas rentrés dans l'accord interprofessionnel, mais qui se contentent d'enlever quelques titres non CPPAP. Donc, nous, on en a identifié 4700 aujourd'hui qui ont enlevé au moins un titre non CPPAP. Ça représente pour ces diffuseurs, en moyenne, ils enlèvent 0,9% de leurs exemplaires fournis, ce qui génère potentiellement une perte de vente de 0,5% en exemplaires et 0,7% en euros. Là aussi, attention à la concentration, on a 10 éditeurs qui concentrent 80% des exemplaires retirés. Il y a notamment les éditeurs de jeux de mots qui sont très impactés en volume, pas forcément en pourcentage de leur vente, mais en volume. Et là aussi, les diffuseurs au niveau macro semblent avoir un comportement plutôt raisonnable, puisque en moyenne, un diffuseur retire 54 titres sur le portefeuille MLP, 54 titres pour un CA annuel de 486 €. Pour l'ensemble de ces 54 titres. Ça veut dire que là aussi, on est sur un chiffre d'affaires moyen de moins de 10 € par titre à l'année retiré par un diffuseur. Et toujours pour se méfier des moyennes, on a quelques diffuseurs, mais vous voyez, 20 diffuseurs qui ont retiré plus de 20% de leur chiffre d'affaires, mais sur 4000, c'est quand même très peu. Donc on a quelques diffuseurs qui ont enlevé un volume important. Là aussi, on est souvent dans des cas particuliers.
Voilà, mais ça concerne à l'arrivée quand même très peu de diffuseurs sur les 4000 qui sont analysés dans le périmètre. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau de l'assortiment au global. Vous avez accès pour vos titres à des informations dans Irispace, un petit peu dans la même logique que ce qu'a pu vous présenter Christophe dans les outils de France Messagerie, mais je rentre pas dans le détail. Et on peut également vous envoyer sur demande un bilan personnalisé. C'est-à-dire que là, ce que je viens de vous présenter au macro, on peut vous donner le détail pour chacun de vos titres, sur chacun des NIM concernés, avec le chiffre d'affaires que ça représentait. Donc ça, n'hésitez pas à le demander à votre responsable titre ou à votre responsable clientèle. On vous met en place dans nos extractions automatiques et on vous envoie des mises à jour toutes les semaines ou tous les mois selon vos besoins. Je sais pas pourquoi je suis pas... Cette fois-ci, c'est la fin de la présentation ou non? Non, je vais aller très vite. Il me reste 3 slides sur les services logistiques, mais je vais très vite. Je vous enverrai la présentation. On a plusieurs offres. Au niveau transport, on peut faire des enlèvements et des expéditions. On a des offres de conditionnement également, mais je prends pas le temps de les balayer parce que ça va être trop long. Des offres qui vous accompagnent sur la conception et la fabrication. Des offres au niveau du traitement de vos invendus. Ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on fait du routage. Donc on peut réceptionner, préparer et mettre sous pli en fait vos exemplaires abonnés et les déposer directement à la poste. Donc on peut faire ça aujourd'hui pour le compte des éditeurs. C'est nouveau, on l'a mis en place il y a 1 an. Et on a également mis en place un service de e-logistique. Concrètement, c'est quoi? C'est que si vous vendez des exemplaires sur Internet, vous avez la possibilité de faire stocker ces exemplaires chez nous et d'interfacer votre système avec nos outils. Et on peut réceptionner les commandes de vos clients finaux, les traiter chez MLP, les mettre sous pli, les remettre au transporteur de votre choix, de façon à ce qu'ils soient livrés directement au client final. Donc aujourd'hui, on a quelques éditeurs qui nous ont confié cette prestation, c'est-à-dire qu'on assure tout le back-office en fait de leur boutique en ligne, à la fois pour les exemplaires... Pour les parutions en cours, hein, c'est ça, hein? En cours de vente ou même pour les vieux numéros. À partir du moment où vous nous confiez des exemplaires, on peut les stocker et on sait traiter les commandes. Voilà. Ton micro est coupé. Tu as coupé ton micro. Les services financiers, je vais très vite également. Donc, chaque éditeur a un chargé de règlement dédié. Donc, chaque éditeur bénéficie d'un contact à la direction financière qui peut accompagner, qui peut vous accompagner sur le traitement et le suivi personnalisé de vos opérations comptables et financières et vous éclairer en cas de question. Le règlement d'une parution s'effectue en 3 étapes. Hein, comme vous savez, il y a un acompte, un règlement et des potentiels ajustements jusqu'au solde comptable. Donc tout ça, c'est cadré avec une offre de service qui s'applique à tous les éditeurs. On a quelques services spécifiques qui s'appellent Optimum Trésor. Donc il y a le chrono qui vous permet d'avoir un acompte plus vite que prévu par virement 10 jours après la mise en vente. Et vous avez également une offre qui s'appelle Optimum Trésor Flex qui vous permet de bénéficier d'une avance sur solde pour bénéficier d'un paiement du solde un peu plus vite qui est effectué par BO. Ça, je vous invite à revenir vers nous si vous avez besoin de précision par rapport à ça. On a mis en place récemment des avances également sur les nouveautés pour encourager les éditeurs à créer des nouveautés. Et vous avez le compte-rendu de distribution qui est disponible, mais je ne rentre pas dans le détail. C'est le document de référence qui vous détaille, qui vous met à disposition tous les états comptables pour le pilotage de tout ce qui est financier et comptable. Là aussi, n'hésitez pas à revenir soit vers l'équipe commerciale, soit vers votre contact à la direction financière si vous avez besoin de précision. Et on vous met à disposition 1 fois par an un rapport annuel d'activité qui décortique en fait tout le détail du coût de distribution pour chacun de vos titres, qui analyse le poids des différents postes de barème, qui analyse le poids des prestations et qui vous permet donc d'optimiser, d'analyser la rentabilité de vos titres. C'est un outil qui peut vous permettre d'optimiser en fait vos coûts et de prendre des décisions avec un maximum de détails. Je passe rapidement, mais sachez que c'est disponible et on vient de mettre à disposition les éléments pour 2023. Pour terminer, c'est la fin, Jean-Marie. L'export, donc là, on a à peu près la moitié des éditeurs, un peu plus de la moitié des éditeurs qui nous confient des parutions à l'export. C'est 11 000 parutions, ça représente à peu près 8% du chiffre d'affaires d'MLP, mais ça peut monter jusqu'à 30% pour certains éditeurs.
On adresse, comme je vous disais, 22 marchés en direct et 28 marchés via notre prestataire en Italie. Là aussi, on a une concentration du chiffre d'affaires qui est assez importante. Vous avez les 5 premiers marchés qui pèsent à hauteur des 2/3 du chiffre d'affaires et les 10 premiers marchés qui pèsent à hauteur de 90% du chiffre d'affaires. Vous avez à droite de l'écran les top destinations par ordre décroissant. Évidemment, Belgique, Suisse, Canada sont les destinations les plus importantes. Et là, sur ces destinations que vous avez à l'écran, ça représente, bon an, mal an, 90% du volume d'affaires à l'export. Et pour terminer, c'est la dernière slide. Au niveau de l'export, si vous en faites et que vous voulez approfondir ou que vous n'en faites pas, on a une équipe dédiée qui peut vous aider à identifier du potentiel de vente sur différents marchés, procéder à des simulations de coûts de distribution, prospecter pour votre compte les marchés, puisqu'à l'export, il n'y a pas de loi Bichet, donc on doit négocier les référencements avec les distributeurs. On peut vous accompagner pour fixer vos lignes de prix à l'export, parce que les prix de vente ne sont pas les mêmes par destination. On va évidemment suivre la distribution, traiter les réclamations, s'assurer du cadrage entre la distribution et la facturation, et vous accompagner sur la rentabilité de vos opérations selon les différents marchés. Donc voilà ce qu'on peut faire pour vous au niveau de l'export. Et j'en aurais terminé sur les grandes lignes de ce qu'on pouvait dire sur l'offre de service AMP pour accompagner les éditeurs. Merci beaucoup Jean-Marc. On a une première question que Maureen nous a adressée sur le déploiement du réassort automatique prévu fin 2024. Je crois que la question est effectivement de dire concrètement il se ferait sous quel délai entre la rupture des diffuseurs et le service du réassort. Est-ce que ça concerne tous les diffuseurs? Est-ce que tu peux nous en dire plus ou tu préfères attendre un autre moment, puisque comme c'est un développement en cours? En fait, c'est des algorithmes, ça existe déjà, on a déjà du réassort automatique sur la ville de Paris et sur quelques dépôts, et en fait, on a mis en place des algorithmes il y a plusieurs années qui tiennent compte de la durée de mise en vente, du nombre de jours restants avant la date de rappel, de la vitesse de vente de la parution. L'idée, en fait, c'est de mettre juste les exemplaires qu'il faut pour éviter la rupture en fonction de tous ces paramètres-là. Donc là, l'objectif maintenant, c'est de déployer tout ça au niveau national, et donc là, ça va faire l'objet de négociations avec le SNDP notamment, pour se mettre d'accord sur les règles de gestion. Parce qu'il faut savoir que le traitement du réassort, c'est coûteux pour toute la chaîne, que ce soit pour la SADP ou pour le dépositaire. Et donc, il faut qu'on se mette d'accord sur des règles de gestion pour qu'on ait une rentabilité correcte sur le traitement de ces exemplaires. Et l'idée aussi, c'est de ne pas de faire bouillonner les éditeurs et de servir du réassort qui ne se vendra pas. Donc, on pourra revenir vers vous dans les prochains mois, une fois qu'on aura avancé sur les négociations qui définiront les règles du jeu. Je vais essayer là-dessus sur le réassort aussi. Je vous rappelle qu'il faut absolument aujourd'hui en profiter. C'est aussi une attente très forte de notre régulateur, l'ARCEP, qui nous dit que nous avons, en particulier sur les périodicités longues, des taux d'invendus bien trop importants et qu'il ne constate pas un usage très fort du réassort et nous invite à changer les choses avant peut-être de se voir contraint et forcé de le faire, comme le savent le faire les régulateurs. Compte tenu qu'on a un petit peu... Juste sur le réassort, concernant le réassort, effectivement, enfin moi je suis pas allé autant dans le détail de Jean-Marc, mais la majorité des services qui sont mis à disposition font partie de nos barèmes, dont le réassort typiquement. Ouais. Et effectivement, nous encourageons tous les éditeurs qui ont des mensuels et plus de mettre des exemplaires disponibles. Et nous, on envoie des mailings en fait aux diffuseurs en rupture pour qu'ils utilisent mieux le réassort, mais ça fait partie de toute la logique de rendre les diffuseurs plus acteurs de leur magasin concernant la presse. C'est comme les demandes de services, etc. Et donc, effectivement, il faut, selon nous, dès le mensuel, mettre des exemplaires au réassort, c'est très efficace. Il est très, très important de le faire, et pour nos titres surtout, nos titres à centre d'intérêt, compte tenu d'une très grande hétérogénéité des ventes suivant les parutions, il faut vraiment utiliser ces réassorts qui sont aujourd'hui compris dans les prestations. Donc, profitez-en. Je vais peut-être, pour pas trop déborder, parler très rapidement du plafonnement, l'assortiment. Vous en avez parlé tous d'une façon très détaillée. Le plafonnement, aujourd'hui, l'ancien plafonnement, le plafonnement CSMP, c'est-à-dire le plafonnement de l'ancienne règle, est toujours en vigueur et il se verra donc
modifié dès que nous aurons terminé la signature d'un accord interprofessionnel qui était soumis à une dernière relecture de l'ARCEP. Il a été fait puisqu'il y a eu aussi dans ce plafonnement la prise en compte d'éléments comme par exemple des évolutions récentes sur les séries de parutions. Les 2 dernières parutions d'un titre sont désormais aussi prises en considération pour pouvoir éviter de sanctionner des points de vente en croissance ou des titres en croissance. Ça sera un clapet supplémentaire suite à la remarque qui avait été faite par un certain nombre d'éditeurs auprès des MLP et que la profession a prise en compte dans ces éléments-là. Donc, normalement, les règles de plafonnement devraient être portées à la signature, les nouvelles règles peuvent être portées à la signature dans ce courant du mois d'avril, ou en tout cas, on l'espère fortement. La mise en place pourra être faite à ce moment-là, je pense, dans un délai relativement court, puisque nos 2 SADP sont dans les starting blocks, elles ont plus qu'à appuyer sur le bouton quasiment. Voilà. D'autre part, les mesures d'assortiment et de plafonnement font l'objet d'un suivi interprofessionnel avec les organisations représentatives qui sont là pour tirer la sonnette d'alarme s'ils constatent des dysfonctionnements. Notre régulateur avait des visions beaucoup plus drastiques que celles que nous avons réussi à mettre en place de façon commune, et il ne faut surtout pas lui donner l'occasion de revenir sur ses envies de réglage particulièrement difficiles à supporter pour la majorité des titres. Voilà, je voulais surtout, s'il y a des questions, profitez-en, on va arrêter, on va clôturer. Merci beaucoup à nos intervenants, hein, donc Christophe, Cédric et Jean-Marc, et puis merci à nos organisatrices, Jennifer et Émilie. Et les 2 prochaines conférences que nous organiserons, l'une sera sur le réglage et l'autre sur la promotion, comme je vous l'ai indiqué. Jennifer se fera un plaisir de vous communiquer les dates dès que nous les aurons arrêtées, pour que nous fassions en sorte de vous continuer et n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos attentes. Si vous avez des ateliers spécifiques que vous souhaiteriez que nous menions, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas non plus à contacter ces messieurs. Ils sont totalement à votre disposition, ainsi que leurs équipes. Hein. Le mieux, c'est que vous parliez en direct. Notre rôle est de faire en sorte de vous donner toutes les clés du marché, pas plus que ça. Petit mot de la fin. Il y a une question de Maureen qui a levé la main. Oui, excusez-moi, juste pour la fin. Vous disiez à l'instant que les plafonnements, donc ça allait être signé sous peu. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre que ce soit appliqué en septembre pour qu'au moins les points de vente saisonniers soient protégés? Puisque dans la nouvelle version, normalement, c'est plus protégé les points de vente saisonniers. Oui, mais le problème, alors si la saisonnalité est prise en compte dans le plafonnement quand même, hein, puisque si on a des variations de plus de 130%, oui, la saisonnalité est prise en compte. Hein, attention. Oui, mais je parle vraiment des points de vente saisonniers, en zone saisonnière, bord de mer. Alors, on les prend en compte. Le problème qu'il y a, c'est que ce plafonnement aurait dû déjà être appliqué il y a seulement 4 mois. Donc, nos amis de l'ARCEP, à l'heure actuelle, je ne pense pas, enfin, je parle sous le contrôle de ces messieurs qui participent régulièrement avec moi aux réunions de l'ARCEP, je ne sens pas une grande propension à être sympathique avec nous et nous décaler quoi que ce soit. Je peux me tromper, hein, peut-être que M. Delclos serait un jour dans une version zen de la régulation. Je n'y crois pas. Sauf que ça a changé les règles, puisque comme dans la version prévue, normalement, si on vendait sur les derniers numéros, ça levait la mise à zéro à venir. Moi, en tout cas, personnellement, il y a des points de vente que j'ai servis en sachant qu'avec l'ancienne règle, il passerait Z, mais qu'avec la nouvelle, normalement, il passait à travers. Et oui. Oui, vous voulez ajouter quelque chose Non, mais je pense que, effectivement, Jean-Marie, tu parlais d'un déploiement du plafonnement ARCEP en avril.
Bon, peut-être, hein, mais c'est pas gagné parce qu'en fait, nous, MLP, en tout cas, et je pense que France Messagerie est sur la même ligne, on déploiera le plafonnement ARCEP quand l'ARCEP aura pris une décision définitive. Et je pense que là, à ce stade, on est en train d'écrire à l'ARCEP pour leur proposer une petite modification. Donc, le temps qu'on leur écrive, le temps qu'ils se saisissent de notre demande, qu'ils nous fassent un retour et qu'ils prennent une décision, on est déjà début avril. Alors, à moins qu'ils aillent beaucoup plus vite que ce qu'ils font d'habitude, mais il n'est pas certain qu'ils prennent une décision avant l'été. Donc je pense ça fait partie des possibilités qu'on passe l'été avec le plafonnement CSMP et qu'on ait une décision qu'à la rentrée. Je pense qu'on ne peut pas exclure ce scénario. Je pense que s'ils avancent à la même vitesse que celle à laquelle ils vont d'habitude, c'est plutôt ce scénario-là qui est le plus vraisemblable. Donc à voir. De toute façon, nous sommes dépendants d'eux, forcément, et on vous tiendra au courant, puisque là, normalement, on devrait quand même avoir une certaine visibilité sous peu.